Épisode 70, l'islamophobie en France. Salut à toutes et à tous, bienvenue. Peut-être que vous avez la chance d'être en vacances, donc si c'est le cas, j'espère que vous en profitez bien, que vous vous reposez, qu'il fait beau là où vous êtes. Moi, malheureusement, je suis pas encore en vacances, mais comme c'est bientôt mon anniversaire, je vais aller à la plage ce week-end dans le nord de la Pologne, un endroit qui s'appelle la Trywill, parce qu'il y a 3 villes qui sont très proches les unes des autres, Gdańsk, Sopot et Gdynia. C'est la première fois que je vais y aller, je suis jamais allé à la plage encore en Pologne et je vais pouvoir découvrir tout ça. Apparemment, il va pas faire très chaud, mais comme il y a beaucoup de choses à visiter, je suis sûr que je vais pouvoir en profiter d'une manière ou d'une autre. Et j'ai bien besoin de ce petit week-end de repos parce que je travaille beaucoup en ce moment. Comme vous le savez peut-être, j'ai commencé à travailler sur mon prochain programme, un programme qui doit vous aider à mieux comprendre le français oral, en particulier en analysant différentes interviews. J'ai commencé à monter les premières leçons et je suis très content du résultat. Ça me plaît vraiment, je pense que ça va être très utile. Donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Normalement, au mois de septembre, le programme sera prêt et je pourrai le sortir. J'en suis pas encore sûr à 100%, mais pour tenir cette date, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Alors ça, c'est une expression. Mettre les bouchées doubles, ça veut dire travailler encore plus. On pourrait dire doubler ses efforts, mettre les bouchées doubles. Moi, je dois mettre les bouchées doubles pour finir ce programme à temps. Et ça, malheureusement, ça implique que je ne vais pas avoir le temps de publier d'épisodes cet été. Donc là, c'est le dernier épisode pour le moment. Vous inquiétez pas, c'est pas le dernier épisode, mais je vais pas en publier de nouveau jusqu'au mois de septembre, a priori. Je vais faire une petite pause pour pouvoir me consacrer à la finalisation du programme. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, et si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez toujours me trouver sur YouTube parce que je vais continuer à publier une nouvelle vidéo chaque semaine. Vous savez que c'est ma bonne résolution et j'ai très envie de la tenir, donc ça je vais continuer à le faire. Si vous m'avez envoyé un email récemment, je vous ai peut-être pas encore répondu et je voulais m'en excuser. Je suis désolé, mais j'en ai reçu énormément ces derniers temps, donc j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Je vais essayer de rattraper mon retard et de le faire, mais si vous m'avez écrit et que vous n'avez pas encore reçu de réponse de ma part, là encore, ne vous inquiétez pas, vous allez en recevoir une, mais ce sera peut-être dans quelques jours. En parlant de ça, il y a un auditeur qui m'a envoyé un enregistrement il y a quelques semaines, un auditeur qui s'appelle Joaquin, et on va écouter tout de suite son témoignage. Salut Hugo et tous les autres. Je m'appelle Joaquin et j'habite au Canada. J'ai commencé à apprendre le français à l'école primaire et au lycée, j'ai également continué à apprendre le français. Mais après mes études, nous sommes éloignés de plus en plus au cours des années. Maintenant, je suis revenu à le français avec votre aide et je suis très content pour le faire. Mais c'est assez difficile à trouver quelque chose comme ce podcast, où ce n'est pas si difficile à comprendre comme d'autres sources, mais aussi que c'est pas trop facile. Et sans parler du fait que c'est gratuit, en particulier pour une étudiante dans l'université qui doit avoir un budget serré. Enfin, la seule chose que me manque, que je pense que me manque dans mon chemin ou mon voyage en français, c'est de parler avec d'autres. Ce que je vais bientôt essayer sur le site italki. Mais je sais que sans votre aide, je ne serai pas à ce niveau. Et encore, je voudrais te remercier pour tout, Hugo. Merci et à la prochaine podcast. Au revoir. Merci pour ton message, Joaquin. Ça me fait toujours très plaisir quand j'entends que le podcast a motivé quelqu'un à reprendre son apprentissage du français. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait, pour vous aider à améliorer votre français en faisant des choses qui ne demandent pas trop d'efforts
et qui sont plutôt motivantes. Je trouve aussi que c'est très cool que tu aies décidé d'essayer italki pour parler avec quelqu'un. C'est quelque chose que je vous recommande souvent. Si pour vous, parler, c'est important, eh bien, il faut pratiquer. Et une façon de pratiquer, c'est de trouver un partenaire de langue sur les différents sites que j'ai l'habitude de vous recommander, italki, Conversation Exchange, etc., etc. Joaquin, je trouve que tu te débrouilles déjà très bien, t'as déjà un bon niveau de français, donc je me fais pas de soucis pour toi, je suis sûr que après quelques heures de conversation, tu seras déjà beaucoup plus à l'aise. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ça, c'est une expression. Tenir à cœur, ça veut dire que quelque chose est important pour vous. Quand quelque chose est important pour nous, on essaye de le garder près de nous, près de notre cœur. Moi, ce sujet qui me tient à cœur, c'est l'islamophobie. On a déjà parlé dans le podcast de l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie, mais il faut savoir qu'en France, il y a une autre minorité qui est souvent victime de discrimination, les musulmans. Pour bien comprendre le problème, il faut commencer par définir ce qu'est l'islamophobie. L'islamophobie, c'est une hostilité envers l'islam et les musulmans. Quand j'ai commencé à faire des recherches un peu plus approfondies pour vous parler de ce sujet, j'ai découvert qu'il y avait assez peu de résultats sur Google parmi les grands médias traditionnels, les médias que j'utilise habituellement pour faire mes recherches et pour trouver des informations en préparant les épisodes. Alors ça, pour moi, c'était déjà un signe, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ça, c'est encore une expression, mettre la puce à l'oreille. Mettre la puce à l'oreille, ça signifie que quelque chose éveille des soupçons, que vous commencez à vous interroger sur quelque chose. Le fait qu'il y ait si peu de résultats parmi les grands médias traditionnels en ce qui concerne l'islamophobie, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, là, il y a quelque chose de bizarre, c'est étrange que ce thème aussi important soit si peu traité dans les médias. Alors, on sait que l'islamophobie existe en France, mais à travers mes recherches, j'ai découvert des choses vraiment choquantes, et je vais les partager aujourd'hui avec vous. L'islamophobie, c'est un sujet complexe qui touche à différentes questions sous-jacentes, autrement dit, différentes questions qui sont liées à ce sujet principal, l'immigration, la laïcité, la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est un sujet aussi passionnant, c'est parce qu'il nous permet d'analyser la société française, de faire une sorte de thérapie sous plein d'angles différents. Et c'est cette complexité que je vais essayer de restituer dans cet épisode. C'est difficile parce qu'on a seulement une trentaine de minutes, mais voilà, je vais essayer de vous donner la vision la plus complète possible de ce problème pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la question. Allez, sans plus attendre, on commence. Cette année, à la fin du mois de février, il y a une polémique qui a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et dans les médias. Une polémique qui concerne un magasin d'articles de sport qui s'appelle Decathlon. Peut-être que vous connaissez ces magasins, peut-être que vous en avez dans votre pays. Decathlon, c'est une marque française qui commercialise et produit des articles de sport et elle a notamment commencé à produire un voile qui permet aux femmes musulmanes de courir tout en ayant la tête couverte. Au départ, ce hijab pour le running était seulement disponible dans les magasins Decathlon au Maroc, mais certains internautes sont allés sur le site de Decathlon et ils ont vu ce produit. Ils l'ont partagé sur les réseaux sociaux et là, tout de suite, de nombreux utilisateurs ainsi que des politiciens français se sont emparés du sujet pour dire qu'il était inadmissible que Decathlon produise ce genre d'article. Selon ces internautes et ces politiciens français, le voile enferme les femmes musulmanes. Il est toujours vécu comme une contrainte. Donc, ils estiment que Decathlon n'a pas à soutenir le port du voile en proposant des produits pour faire du sport tout en étant voilé. Face au nombre de réactions négatives et de commentaires qu'elle a reçus,
l'entreprise Decathlon a décidé de ne pas commercialiser ce produit en France. Il y a 3 ans, on a eu un cas similaire avec l'affaire du burkini. Le burkini, c'est ce maillot de bain qui permet aux femmes musulmanes d'aller à la plage et de se baigner tout en respectant les principes de leur culte. Or, en août 2016, certains maires français ont décidé d'interdire totalement le burkini de leur plage. Pour justifier leur décision, ils ont invoqué 2 arguments. Le premier, c'était de dire que le burkini représentait une menace pour l'ordre public. Il faut se rappeler qu'en 2015, la France a connu 2 vagues d'attentats terroristes revendiqués par des organisations islamistes. Ce qui fait que ces maires ont déclaré que les Français vivaient déjà dans un climat de peur et que d'avoir des symboles aussi visibles que le burkini à la plage, c'était quelque chose qui pouvait créer des désordres. Ça, c'était un argument un peu flou et pas vraiment recevable. Et le deuxième qu'ils ont invoqué, c'était de dire que le burkini ne respectait pas le principe de laïcité. Et ça, justement, ça fait partie des attaques récurrentes envers la communauté musulmane. Tout comme celle qui consiste à dire que la religion musulmane ne respecte pas la liberté des femmes, qu'elle veut imposer la consommation de viande halal, qu'il y a de plus en plus de mosquées construites en France, et que, globalement, le mode de vie musulman est une attaque à l'art de vivre à la française. L'art de vivre à la française qui consiste notamment à manger du saucisson et boire du vin. Si vous ne mangez pas de saucisson, parce que le saucisson est fait à base de porc, et que vous ne buvez pas d'alcool, alors vous ne pouvez pas être un bon Français. Mais au final, à travers ce genre de polémique, on voit une forme d'hypocrisie de la part de ces politiciens français. Ils disent qu'ils veulent libérer les femmes musulmanes, que les musulmanes ne doivent pas être obligées de porter le voile. Or, en réalité, quand on fait des sondages et des études sur le terrain, les musulmanes qui portent le voile par contrainte, parce qu'elles sont obligées, elles représentent seulement une minorité. La grande majorité des musulmanes portent le voile par choix, et en les forçant à ne pas porter le voile ou à ne pas porter de burkini à la plage, eh bien ces politiciens veulent leur imposer un certain code vestimentaire. Donc on peut se demander où se trouve la liberté des musulmanes dans tout ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que le principe de laïcité est invoqué pour pouvoir discriminer cette communauté musulmane. Au départ, quand la laïcité a été adoptée en France avec la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, la laïcité était une liberté. C'était la liberté de pouvoir choisir et suivre le culte qu'on voulait. Or, de plus en plus, la laïcité est en train de devenir une forme d'interdiction. Par exemple, depuis 2004, il est interdit de porter des signes religieux dits ostentatoires à l'école en France. Le problème, c'est que cette loi discrimine de facto les musulmans. Parce que si vous êtes catholique, eh bien, vous pouvez porter une petite croix et la cacher en dessous de votre t-shirt et aller à l'école sans aucun problème. Or, si vous êtes musulmane et que vous voulez porter un voile, eh bien, le voile est considéré comme un symbole ostentatoire parce qu'il est visible. Ce qui fait que, dans la pratique, ces lois sur les signes religieux ostentatoires, elles concernent principalement les musulmans. Et puis, il y a des lois qui concernent directement la religion musulmane. Par exemple, depuis 2010, il est interdit en France de porter le niqab dans l'espace public. Le niqab, c'est ce qu'on appelle aussi le voile intégral, qui couvre l'ensemble du corps de la femme en laissant seulement visibles ses yeux. On considère que le niqab peut perturber là encore l'ordre public parce que, d'après la définition de la loi, pour avoir une interaction avec quelqu'un, il faut qu'on puisse voir son visage. Bon, ça c'est quelque chose d'assez arbitraire. Par exemple, ça ne choque personne en France de voir des bonnes sœurs qui portent un voile. Certes, ce voile ne couvre pas leur visage, mais globalement, ça couvre une grande partie de leur corps. Simplement,
Les bonnes sœurs ont toujours fait partie du paysage en France, donc ça ne choque personne de les voir habillées comme ça. Le problème, c'est que ces interdictions, elles commencent à s'étendre à de plus en plus de domaines. Au début, elles concernaient seulement le service public, l'administration. Quand vous travaillez pour l'administration en France, vous ne pouvez pas porter de signes religieux ostentatoires parce que l'État est laïque. L'État et la religion sont séparés. Donc si vous êtes employé par l'État, vous ne pouvez pas porter de kippa, vous ne pouvez pas porter de voile, ou vous ne pouvez pas porter de croix catholique visible. Mais progressivement, ces lois s'étendent à l'ensemble de l'espace public. Par exemple, il y a en ce moment un projet de loi qui est débattu pour interdire aux mères d'enfants qui portent un voile de participer aux sorties scolaires. Vous savez, quand à l'école il y a des petites sorties qui sont organisées, souvent certains parents d'élèves sont bénévoles pour accompagner les enfants, pour aider le professeur à tout organiser. Eh bien, cette loi veut interdire que les mères d'enfants qui portent un voile, donc les mères d'enfants musulmanes, puissent participer à ce genre de sorties scolaires, parce qu'on considère que ces parents qui participent à ces sorties scolaires, ils font partie, momentanément, du personnel de l'école. Et donc, ils ne doivent pas porter de signes religieux ostentatoires. Mais de facto, encore une fois, c'est une loi qui va discriminer principalement les mères musulmanes. Cette question du rapport des musulmans à la laïcité, elle nous interroge plus largement sur leur place dans la société. Quelle place peuvent avoir les musulmans en France ? Je vous ai dit que en 1905, la France a adopté la loi pour la laïcité et il faut savoir que pendant des dizaines d'années, cette loi a principalement posé problème aux institutions catholiques. Il y a eu pendant très longtemps des combats entre l'État et l'Église parce que l'Église ne voulait pas perdre son autorité historique et qu'au contraire, c'était la volonté de l'État de s'affranchir du religieux et de s'affranchir de l'autorité de l'Église catholique. Ça a duré pendant longtemps et aujourd'hui on a un peu tendance à l'oublier parce que maintenant ce combat a été repris par l'islam. La présence de l'islam en France est beaucoup plus récente évidemment que la présence de la religion catholique. L'arrivée des premiers immigrés musulmans, elle remonte au début du XXe siècle. C'était des immigrés qu'on faisait venir des colonies françaises, parce que vous savez que la France avait colonisé le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et on utilisait une partie de ces habitants comme main-d'œuvre. Il y en a notamment qui ont participé à la construction du métro parisien au début du XXe siècle. Ensuite, on les a utilisés comme chair à canon. Ça, c'est une expression. La chair à canon, c'est littéralement quand vous utilisez des personnes pour aller se faire tuer pendant la guerre. La France a eu beaucoup recours aux habitants des pays du Maghreb pour participer à la Première Guerre mondiale. Mais c'est surtout dans les années 50 et 60 que les principales vagues d'immigration d'origine maghrébine sont arrivées en France, parce qu'à ce moment-là, le pays avait besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire et se moderniser, notamment dans l'industrie automobile. Et comme la religion dominante dans les pays du Maghreb, c'est l'islam, logiquement, il y a eu de plus en plus de musulmans en France. Au départ, l'islam n'était pas vraiment une source d'inquiétude, les responsables politiques n'y faisaient pas attention. Ils considéraient que ces musulmans s'étaient socialisés dans leur pays d'origine, donc c'était normal qu'ils aient une religion différente et des valeurs, des coutumes différentes. Mais ensuite, quand la deuxième génération est arrivée, autrement dit les enfants d'immigrés qui sont nés en France, l'attitude a changé. On s'est dit que si ces enfants voulaient être considérés comme pleinement français, ils devaient adopter les valeurs françaises. Autrement dit, ils devaient s'assimiler totalement. Là, je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur ce sujet, sur le sujet de l'immigration en France, épisode numéro 38, dans lequel je parle un peu des différents modèles d'intégration. En France, le modèle d'intégration, c'est l'assimilation.
Donc la République française garantit l'égalité à ses citoyens, à condition que ces enfants d'immigrés s'intègrent. Et s'intégrer, ça veut dire s'assimiler, adopter totalement les valeurs françaises. Or, la religion, et en particulier la religion musulmane, ça ne fait pas partie de la culture française. C'est pour ça qu'on a progressivement interdit aux musulmanes de porter le voile à l'école. L'école est une forme d'intégration, elle doit permettre à tous d'obtenir une certaine éducation et ensuite d'avoir accès à un bon travail, mais la condition en retour, c'est de s'assimiler et donc de ne pas porter de signes religieux ostentatoires. Ça a donné lieu à de très nombreuses polémiques jusqu'à aboutir, comme je vous l'ai dit en 2004, à l'adoption de cette loi sur l'interdiction totale des signes religieux dits ostentatoires à l'école. Mais le problème, c'est qu'avec ce type de loi, on enferme les musulmans dans leur identité. On considère que si une personne est musulmane, elle ne peut rien être d'autre, elle est simplement musulmane. Et une personne musulmane n'a pas sa place à l'école parce qu'on a peur qu'elle commence à faire du prosélytisme, à essayer de convertir d'autres élèves, même si, évidemment, toutes ces peurs, elles sont complètement irrationnelles. Et puis, progressivement, on a commencé à faire des amalgames, par exemple à se dire que tous les Arabes sont musulmans. Or, c'est bien évidemment faux. Il y a de nombreux Arabes en France et dans d'autres pays qui sont athées ou bien qui ont d'autres religions que l'islam. Aujourd'hui, il existe plusieurs études qui montrent que ces discriminations sont bel et bien réelles. Par exemple, en 2018, une étude a montré qu'un candidat musulman doit envoyer 1,6 fois plus de candidatures à une offre de travail qu'un chrétien pour être embauché. Ah oui, d'ailleurs ici, une petite précision de vocabulaire. En français, quand on parle d'une offre de travail, on ne dit pas appliquer, comme en anglais. On dit postuler. Envoyer sa candidature, son CV et sa lettre de motivation à une offre pour obtenir un poste, ça se dit postuler, ça ne se dit pas appliquer. Les candidats musulmans doivent envoyer 1,6 fois plus de candidatures que les chrétiens pour être embauchés. Ça montre que dans le milieu de l'entreprise, il existe une vraie forme de discrimination anti-musulman. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est le rôle qu'ont joué les élites françaises dans la création de ce problème musulman. Problème musulman entre guillemets, ici bien entendu. Il y a 2 sociologues qui ont écrit un livre passionnant sur ce sujet, Abdelali Hajat et Marwan Mohamed, un livre qui s'intitule « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman ». Dans ce livre, ils montrent que les politiciens et les médias ont participé à la création de cette peur envers la communauté musulmane. Ça s'est manifesté, comme on l'a déjà vu, avec le vote de différentes lois pour interdire les signes religieux et pour faire en sorte que cette communauté musulmane soit exclue progressivement de l'espace public. Bah oui, si vous êtes musulmane et que vous ne pouvez pas porter votre voile, vous ne pouvez pas à la fois respecter les principes de votre culte et être membre par exemple de l'administration ou accompagner votre enfant à une sortie scolaire. Vous ne pouvez pas non plus aller à la plage parce qu'on vous interdit de porter un burkini. Et les politiciens qui ont participé à ce phénomène, ce sont pas seulement des politiciens de partis d'extrême droite. En fait, ça regroupe des membres de tous les partis politiques, des partis politiques de tous bords. De tous bords, ça veut dire à la fois de gauche et de droite. Par exemple, celui qui a mené ce combat contre le burkini en 2016, c'était le ministre Manuel Valls, un ministre socialiste. En fait, les partis politiques se sont rendus compte que depuis les attentats de 2001 aux États-Unis, il existe une certaine peur dans la société vis-à-vis de l'islam. Donc, les politiciens essayent de capitaliser sur cette peur et de l'alimenter pour pouvoir gagner des voix aux élections. En fait, leurs discours sont stigmatisants, ils visent vraiment cette communauté musulmane en disant que les musulmans ne font aucun effort pour s'intégrer, qu'ils sont communautaristes, qu'ils ne veulent pas se mélanger aux autres Français.
Et c'est très pratique pour eux parce que ça leur permet d'avoir un bouc émissaire. On a déjà parlé de cette expression, un bouc émissaire, c'est quand vous prenez un groupe et que vous le désignez comme responsable de tous les problèmes. Pour une partie de la classe politique en France, le bouc émissaire, ce sont les musulmans. Et ça, c'est pas seulement le fait des politiciens, mais aussi d'une certaine élite culturelle et médiatique. Par exemple, il y a quelques années, l'auteur Michel Houellebecq a publié un livre qui s'appelle Soumission, peut-être que vous en avez entendu parler, et dans ce livre, il fait une espèce de projection futuriste dans laquelle la France, dans quelques années, serait gouvernée par un parti islamique. Ça alimente cette peur qu'ont certains Français de voir la communauté musulmane prendre le pouvoir en France et effacer l'identité française, ses racines catholiques, etc. Bref, depuis les attentats du 11 septembre 2001 et surtout ceux de 2015, il y a en France une banalisation de l'islamophobie. C'est normal pour certains journalistes d'attaquer la religion musulmane, ils disent que ça fait partie de leur liberté d'expression. Et ce qu'ils ont tendance à faire de plus en plus, c'est d'assimiler les musulmans aux terroristes. Ils considèrent que tous les musulmans soutiennent des organisations terroristes comme l'État islamique. Du coup, maintenant, quand il y a une attaque terroriste, la communauté musulmane en France doit se justifier et presque s'excuser du comportement de certains individus déviants, de ces terroristes qui commettent ces actes ignobles. C'est un peu comme si on demandait aux catholiques de s'excuser pour les actes pédophiles commis par certains prêtres. Personne ne demande ça aux catholiques, alors pourquoi on demande aux musulmans de s'excuser pour des attaques terroristes d'organisations islamiques radicales? Ça n'a aucun sens. Mais le fait est qu'aujourd'hui, en France, certains journalistes n'ont aucun complexe à attaquer l'islam. C'est notamment le cas d'un chroniqueur qui fait très souvent polémique, qui s'appelle Éric Zemmour. Éric Zemmour a par exemple déclaré récemment que l'islamophobie n'existe pas. Selon lui, tout le monde a le droit de critiquer et de détester l'islam en vertu de la liberté d'expression. Il utilise donc cette liberté d'expression pour essayer de cacher son islamophobie. Mais le problème, ce n'est pas qu'Éric Zemmour s'attaque à l'islam et qu'il la critique, effectivement c'est son droit. Le problème, c'est la nature de ses propos. Très souvent, Éric Zemmour, dans ses articles et ses chroniques, appelle à la haine, il fait des amalgames, il cite des informations qui sont complètement erronées, tout ça pour créer, encore une fois, ce climat de peur et cette haine vis-à-vis de la communauté musulmane. D'un autre côté, on voit très rarement des musulmans invités sur les plateaux télévisés, surtout quand on parle de sujets qui les concernent, et ça c'est vraiment paradoxal. C'est un peu comme ce qu'on voit parfois en Pologne, quand il y a des émissions de télé qui concernent l'avortement et qu'aucune femme n'est invitée. C'est la même chose en France, souvent il y a des émissions et des débats sur l'islam, mais aucun musulman n'est invité à y participer. Ce qui fait que ceux qui dominent le débat, ce sont les islamophobes comme Éric Zemmour. En conclusion, on peut élargir un peu en disant que depuis les années 90 et surtout depuis les attaques du World Trade Center en 2001, l'islamophobie est devenue un problème mondial. Aujourd'hui, les discriminations, les insultes, les têtes de porc qui sont posées devant les mosquées sont devenues monnaie courante. Autrement dit, on les retrouve partout, c'est quelque chose qui est devenu habituel. Et ça a culminé plus récemment avec des fusillades, notamment les fusillades dans les 2 mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande au mois de mars et également en 2017 au Québec avec cette fusillade qui a fait 6 morts. Aujourd'hui, on peut plus fermer les yeux sur cette tendance, sur cette islamophobie rampante qui se développe dans les sociétés occidentales. À mon avis, il est urgent de prendre la mesure du problème et d'adopter des résolutions qui permettent d'inverser cette tendance qui, pour le moment, ne fait qu'empirer.
Voilà, encore une fois, c'était un épisode assez engagé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous encourage à m'envoyer un mail pour partager votre point de vue. On pourra peut-être commencer un petit débat. Mais avant de terminer, je vais laisser la parole à une auditrice qui s'appelle Finn. Salut Hugo, je m'appelle Finn et j'ai 28 ans. Je suis belge, mais j'habite à Gouda. Peut-être vous connaissez Gouda parce que c'est la ville du fromage aux Pays-Bas. Depuis quelques semaines, je suis en train de rafraîchir mes compétences de français. Je pense que c'est facile à écouter que je ne suis pas née en Wallonie, la partie de la Belgique francophone. Moi, je suis née à Bruges. Et d'ailleurs, ma langue maternelle, c'est le néerlandais. En école, j'ai eu des leçons de français entre que j'avais 10 et 18 ans. Mais malheureusement, j'ai oublié beaucoup. Avec cet message audio, je veux vous remercier de faire vos podcasts fabuleux. J'ai écouté déjà 21 épisodes et je les adore. Moi, je pense que les épisodes dans lesquels vous parlez de la société française sont les meilleurs épisodes. Ensuite, je veux expliquer quoi je fais pour améliorer mes compétences en français. Comme j'ai dit, j'aime d'écouter vos podcasts. Je les écoute souvent dans le train, au travail ou en faisant de la nourriture. Un autre podcast que j'aime s'appelle Les aventures de Max et les légumes magiques. Une chaîne de grands magasins a fait ce podcast pour encourager les enfants à manger des légumes. En fait, c'est un conte de fées moderne. La version du podcast français est un peu trop difficile, mais malheureusement, il existe aussi une version en néerlandais. J'utilise les deux versions comme exercice. En plus, j'ai lu Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne et j'ai vu quelques films. La famille Bélier, un film sur une famille sourde, était mon favori. Sur votre recommandation, je regarde aussi Au service de la France. J'aime voir des séries et des films français. Malgré les sous-titres, je ne comprends pas toutes les expressions, mais je comprends assez pour apprécier que je vois. Les dernières choses que j'ai fait sont répéter la conjugaison des verbes et écrire un message au Facebook Messenger à un garçon français qui était mon meilleur ami au Erasmus, mais malheureusement, on a perdu contact. En Erasmus, nous deux, on toujours parlé en anglais. C'était drôle d'écrire en français maintenant. J'espère qu'il utilise encore son compte Facebook et il me répond. En attendant, j'espère d'avancer en français en pratiquant tous les jours. À bientôt! Merci Finn pour ton témoignage. Je te remercie pour toutes les recommandations que tu as partagées. Je suis sûr que plein d'auditeurs vont trouver ça très utile. J'avais pas entendu parler de cet autre podcast, Les aventures de Max et les légumes magiques, mais ça m'a l'air passionnant. Je vais peut-être essayer d'en écouter un épisode. Concernant les films et les séries françaises, c'est normal de ne pas tout comprendre, même avec les sous-titres. Ça va très vite, il y a beaucoup d'expressions. On n'a pas le temps de faire une pause à chaque fois et de tout chercher. Donc je pense que tu as la bonne attitude. Essayez de comprendre le sens général et de prendre du plaisir en regardant ça. À mon avis, c'est largement suffisant. Et puis, mécaniquement, petit à petit, notre compréhension s'améliore. C'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de nouvel épisode cet été. Mais vous pouvez en profiter pour réécouter d'anciens épisodes, ou peut-être essayer de trouver d'autres podcasts en français. Vous inquiétez pas, je serai pas jaloux. Nous, on se retrouve au mois de septembre, mais en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, ciao!